Souvent, les séries d'horreur analogiques commencent leurs histoires par un bulletin météo, lequel nous indique un étrange événement duquel déroulera la suite de l'histoire. Mais il peut arriver qu'au détour d'un conte, l'horreur n'émerge plus d'un bulletin météo, mais de l'histoire avec un grand H, générique. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons visiter une uchronie, un monde parallèle qui a énormément fait parler de lui dans le monde de l'horreur analogique, comme on peut par exemple le lire sur cet article. Alex Kansas a grandi et pris de l'ampleur sur les réseaux. Sa popularité gît principalement dans le fait qu'il est un pionnier dans la narration d'histoires attrayant à l'horreur. Il raconte ses récits en utilisant des moyens tels que des found footage, des histoires d'horreur analogiques, un peu comme ce que l'on retrouve dans le projet Blair Witch. Ce qu'Alex Kansas a fait de différent par rapport à ses homologues, c'est qu'il a utilisé l'horreur analogique pour raconter des histoires alternatives de la réalité tirées d'événements historiques des États-Unis, dans sa collection de vidéos intitulée Monument Mythos. C'est tout un programme que nous offre là ce Alex Kansas. Mais dans ce même article, assez récent puisque daté du 18 janvier 2022, tiré du site FSU News, Alex nous apprendra comment les histoires tirées de Monument Mythos ont été accueillies par le public et comment lui les voit. Afin de perfectionner ses histoires, Alex Kansas prend en compte ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe et ce qu'il va se passer. Cette énergie et cette connexion avec son contenu l'encourage à prendre des conclusions logiques envers les événements qu'il met en place. Hélas, certaines personnes ont du mal à interpréter ces histoires, en ne leur donnant qu'un sens unique. Monument Mythos est un mythe, une collection d'histoires fictives. Certaines sont heureuses, tristes, fausses, satiriques ou bien encore instructives. Toutes les histoires sont différentes et toutes n'ont qu'un but, raconter. Donc là, si je comprends bien ce qu'on vient de lire, toutes les histoires contées dans Monument Mythos sont indépendantes les unes des autres. Pas nécessairement. Ce que dit Alex Kansas, c'est que ces histoires sont des entités indépendantes et que l'une ne se réfère pas nécessairement à l'autre. Toutefois, et vous allez vous en rendre compte, il y a un fil rouge au travers de toutes ces vidéos. Une ligne directrice qui, via son remaniement de l'histoire des monuments des États-Unis, nous raconte celle d'un monde parallèle, d'un autre temps, d'un autre univers. Ok, donc là pour toi, les vidéos sont liées les unes aux autres. Eh bien, cela, ça va être à toi de juger. Alex Kansas dit que ces vidéos n'ont qu'un but, raconter. Mais il dit également qu'elles ont un sens logique. Mais pour que vous compreniez de quoi il est question, parce que peut-être que vous ne connaissez pas Monument Mythos, je pense qu'il est temps de nous plonger dans son univers. Bon voyage. Un point de détail avant de commencer l'analyse de ce premier extrait, le mot « lurker » en anglais a un sens. Alors, en anglais, le mot lurk, ça signifie être tapi, être caché, avec une certaine connotation de menace. Comme un animal qui, caché dans un fourré, tapi dans l'ombre, attend que sa proie passe avant de lui bondir dessus. Maintenant que vous savez cela, vous savez à quoi vous allez avoir affaire. À quelque chose de tapi dans l'ombre qui n'attend que le bon moment pour sortir. Liberty Lurker nous plonge dans le premier mystère de Monument Mythos. Nous découvrons un monologue de Frédéric Auguste Bartholdi, créateur français de la Statue de la Liberté. Il expliquera que les Américains avaient une étrange demande, celle de faire construire un piédestal plus grand que celui de la Statue de la Liberté. Le président Grant, nous avons accepté l'échappement. Nous avons reçu des exigences de taille variable pour le piédestal. Après 4 ans de demander des modifications de la taille du piédestal ont cessé. Les gens se demandant pourquoi
La discussion concernant la taille de ce piédestal dura 4 années, avant qu'un accord soit trouvé entre Bartholdi et les Américains. Puis nous allons nous trouver face au plan du piédestal, titré ST-LI 1.8084. Plan qui fut classé secret durant 36 années. Une phrase au sens indéterminé alors apparaît. Créer une entrée pour la subsistance. Installer un moteur pour aider à un éventuel départ. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, nous l'aurons plus tard, à la fin de la vidéo. Mais ce que va nous montrer le plan du piédestal, c'est que, en effet, un moteur fut mis en place, ainsi qu'un système de roues entre la statue et le piédestal. Puis, on y trouvera également un espace placé sous terre, à côté du piédestal, permettant le stockage des eaux usées. Normalement, un tel espace est censé se trouver près d'habitations, d'endroits où vivent les humains afin de laisser le temps aux eaux usées de décanter. Mais là, dans le cas de la Statue de la Liberté, ça ne fait absolument aucun sens, puisque personne n'habite dedans, et encore moins à proximité. À moins que... Durant l'été 1954, des milliers d'immigrants décriront une odeur âpre en passant à côté d'Ellis Island. C'est où ça, Ellis Island? Ellis Island, c'est 7 îles situées sur la gauche de la Statue de la Liberté. Pour témoigner de ce phénomène, une immigrante, Eleonora Bramante, prendra la parole. Elle parlera de l'odeur de cadavres qui se dégageait d'Ellis Island, mais également du fait qu'il y avait beaucoup d'oiseaux morts. Puis elle décrira d'étranges scènes dont elle a été témoin. Celle d'une queue de plusieurs personnes emmenées par un officiel entrant à l'intérieur du piédestal, laissant au lendemain une odeur répugnante d'abattoir. La station d'immigration d'Ellis Island fermera le mois de novembre suivant. Puis viendra l'apparition d'une créature appelée la Liberty Lurker, tout droit sortie du monument de la Statue de la Liberté. Suite à une enquête, les autorités locales ont découvert que le stockage d'eau usée était lié à un charnier. Si des membres de votre famille ont été vus pour la dernière fois à Ellis Island entre 1949 et 1954, vous êtes en droit de demander une compensation. Quelque chose était bien caché dans l'ombre de la statue. Dans ce second volet, nous allons visiter un autre monument, celui du mont Rushmore, sur lequel figurent 4 visages, 4 personnages emblématiques de l'histoire des États-Unis. Mais là, nous allons faire un bond dans le temps pour cette fois-ci nous retrouver en 2003, et plus exactement le 7 août 2003. Le mont Rushmore a été vandalisé et des messages comme « L'esprit de Lincoln sera libéré » peuvent être lus. Notez bien ce message car il aura une référence importante pour la suite. Peut-être même sans doute dans le second épisode que je ferai sur Monument Mythos. 2 autres messages vont faire écho à ce que l'on a vu précédemment dans l'épisode Liberty Lurker. Le gouvernement des États-Unis peut financer des meurtres de masse si c'est estampillé Monument National. Tous les jours se déroulent des exécutions sur 2600 monuments américains. Et l'un de ces lieux, comme nous l'avons vu plus tôt, enfin comme tu nous l'as présenté plus tôt, c'est ce fameux Liberty Lurker avec cette statue de la liberté. Et l'on sait désormais que ces meurtres de masse qui se sont déroulés autour de la statue de la liberté ne seront sans doute pas les seuls. Mais pour l'heure, sur notre mont Rushmore, une semaine de plus va passer avant que quelque chose d'autre fasse son apparition. Je vais introduire l'infection la semaine prochaine. Regardez les symptômes. Puis arriva la semaine suivante. Au lundi, nous verrons une lumière passer rapidement dans le ciel, suivie d'un bruit ressemblant à celui d'un crash.
Le mardi, nous apercevrons une lumière flasher entre deux statues. Mercredi, un son se fait entendre au loin. Jeudi, un autre son, proche de celui que pourrait produire quelqu'un écoutant une émission de radio. Puis, un petit quelque chose, un brin d'herbe semble émerger de l'une des têtes. Le vendredi confortera ce que l'on a entendu et vu la veille. C'est au samedi que la personne tenant la caméra oubliera d'enlever l'opercule de protection de l'objectif. Mais un son, tel un hurlement profond et lointain, se fait entendre. Le dimanche éclaircira la situation. Puis un dernier message nous sera donné, un petit détail qui, encore une fois, va jouer sur notre mémoire olfactive. Sur ce message, il est dit que les employés passaient la nuit à parcourir les têtes des statues pour y déposer et répandre quelque chose. Quelque chose qui, semble-t-il, avait une forte odeur de poudre de bébé. Après la Statue de la Liberté et le Mont Rochemort, nous allons cette fois-ci passer sur un autre monument américain, la prison d'Alcatraz. La vidéo nous présente le plan de la prison. Au premier abord, tout paraît normal, jusqu'à ce que la caméra passe sur des éléments sortant de l'ordinaire qui, couplés les uns aux autres, vont faire comprendre qu'Alcatraz n'est en fait qu'une cellule géante. Comment cela? Eh bien, si l'on se penche sur le plan qui nous est présenté, on y retrouve plusieurs éléments que l'on retrouve dans une cellule régulière. Cette partie de la prison principale est similaire au cœur d'une cellule. Cet élément que l'on retrouve dans les ruines serait semblable à des peroxysomes ou des lysosomes que l'on retrouve aussi dans une cellule. Mais la partie la plus évidente, c'est celle-ci, qui pourrait être le réticulum endoplasmique. L'aspect cellulaire d'Alcatraz sera confirmé peu de temps après, lorsque nous verrons son intérieur se développer. Dans la suite de la vidéo, nous comprendrons qu'Alcatraz, suite à une exposition à de la radioactivité, ne restera plus sur place. La prison deviendra une entité à part entière qui, au fur et à mesure des années, s'est rapprochée des côtes des États-Unis pour envahir le pays en se multipliant. Cette multiplication étant bien démontrée à la fin de la vidéo.
Maintenant que les 3 premières vidéos que nous avons vues ont posé la cosmogonie autour de certains monuments présents aux États-Unis, que sont la Statue de la Liberté, le Mont Rushmore ainsi que la prison d'Alcatraz, nous allons passer à ce que j'ai considéré en tout cas comme étant une toute autre sorte de monument. L'humain lui-même. Et quand tu fais référence à l'humain en tant que monument, là, tu parles quoi, de scientifique, de politique, de chanteur Oui, exactement, je fais référence à une personne en particulier. Et ici, le monument humain qui va être mis en avant n'est autre que James Dean. On nous expliquera que les Américains sont en attente d'une annonce très importante, annonce qui ne tardera pas à nous être dévoilée. James Dean se présente en tant que président. Son argument principal sera la fin de la guerre du Vietnam, annonce que le peuple américain accueillera à bras ouverts. None had so accurately expressed the same anger that they had felt, which Dean had perfectly conveyed. Nixon, son principal concurrent, dira de lui « Il est déjà un meilleur président que ce que je ne serai jamais ». Nixon, qui, dans la vraie vie, était le 37e président des USA, laissera ici sa place à James Dean. On découvrira la formation d'un groupe présentant James Dean comme étant le diable en personne. For jazz as being clear signs of the devil. James Dean is no man. L'association Anti-Dean nous explique que James Dean n'est autre que Satan, se présentant sur Terre avec un masque sur le visage, celui de James. Pour commémorer la victoire de Dean, Martin Luther King, qui à cette époque dans notre espace-temps à nous n'existe plus, est encore bien en vie dans le monde de Monument Mythos. Et ce dernier offrira un discours d'appui à la présidentielle de James Dean. Le 20 avril 1969, après 90 jours en position de président, James Dean apparaît pour un discours officiel qui sera perturbé, piraté par le groupe Anti-Dean. 6 seconds into the broadcast, the audio cut out and remained absent for the remainder of the speech. Although anti-Dean groups claimed responsibility and took pride in the sabotage, many civilians... Toutefois, le fait que le discours n'ait pu être entendu par le peuple laissera une trace positive dans l'esprit du peuple américain, apportant ainsi l'effet inverse de ce que voulait l'association Anti-Dean. Car en piratant le discours de James Dean, le groupe Anti-Dean empêchera les spectateurs et les téléspectateurs de pouvoir entendre ce qu'il dit. Mais bien que le discours de Dean soit resté muet, le simple fait que le peuple ne voit que son sourire, ses yeux doux, son visage poupon, a renfermé dans l'esprit des Américains la place de Dean au pouvoir, qui, depuis lors, semble pouvoir faire ce qu'il veut. Sa simple présence suffisante à faire accepter ses idées. Alors, est-ce que ce James Dean est un ange, comme il est présenté aux yeux du peuple, ou un démon, comme il est présenté au sein du groupe Anti-Dean ? Pour cela, suivez mes 2 épisodes. Il y a beaucoup à dire là-dessus. La vidéo suivante commence sur ce texte. Le 17 août 2003, Air Force One fait l'annonce d'un voyage qui s'effectuera dans tout le territoire américain. Plusieurs civils diront avoir vu l'avion lâcher des paquets sur divers monuments nationaux. Ah mais attends là, cette date-là, le 17 août 2003, c'est pas à cette même date qu'il s'était passé quelque chose sur le Mont Rushmore ? Eh bien, cette annonce a en effet été faite la veille des événements du Mont Rushmore, puisque cette annonce a été faite le 17 août 2003 et les événements du Mont Rushmore ont débuté le 18 août 2003. Mais il est bon de rappeler qu'au lendemain des événements du Mont Rushmore, c'est-à-dire le 19 août 2003, quelque chose était tombé du ciel. Rappelez-vous, se pourrait-il alors que ce que l'on voit là tomber du ciel soit ce fameux paquet mentionné par les civils ? Ce qui reste certain, c'est qu'Air Force One a, comme on le voit sur ce trajet présenté dans la vidéo, survolé le Mont Rushmore ainsi qu'Alcatraz pour finir au niveau de la Statue de la Liberté. Coïncidence ? Je ne crois pas.
Nous découvrirons ensuite qu'un personnage, une créature, se trouvait à bord d'Air Force One, mais que le vol était officiellement sans équipage. Cette étrange figure sera alors référée en tant que Angel. Angel ou ange en français. C'est à partir de ce moment que l'on commence à comprendre vers où veut nous emmener Monument Mythos. Une étrange créature nommée Angel utilise un avion gouvernemental, Air Force One, pour atteindre des destinations précédemment citées, que sont Alcatraz, le mont Rushmore et la Statue de la Liberté, situés à l'est, à l'ouest et au centre des USA, pour y lâcher des paquets, lesquels ont un effet sûrement similaire à ce que l'on a vu dans la vidéo sur le mont Rushmore. Mais l'intrigue va beaucoup plus loin, puisque l'on sait aussi que les événements qui se sont déroulés autour de la Statue de la Liberté datent d'avant 2003, soit avant que Air Force One le survole, tandis que les événements d'Alcatraz, eux, se sont déroulés sur des dizaines d'années. Puis il reste ce fameux président, Dean, James Dean, dont on ne connaît pas encore exactement le rôle et l'implication dans toute cette histoire, sauf celui d'être président des États-Unis pour certains et l'incarnation ou la réincarnation de Satan pour d'autres. I was a Lincoln Looker for 2 weeks. Maya Arnoldson débutera cette vidéo en nous expliquant qu'elle fut autrefois, sur une période de 2 semaines, une Lincoln Looker. Alors attends, les Lincoln Lookers, là on nous met ça de but en blanc, mais grosso modo, je pense qu'on peut comprendre que ce sont des genres de créatures, et que ces créatures sont sans doute des humains. Ouais, je pense qu'effectivement, parce que comme rien nous est vraiment expliqué à ce sujet, que c'est comme cela qu'il faut le prendre. Les Lincoln Lookers sont des créatures, mais là, elle nous apprend directement de but en blanc, et il faut le prendre comme tel, qu'en fait, il y aurait des humains, que ce seraient des humains, ces Lincoln Lookers. Et par contre, au passage, retenez bien son prénom, Maya. Il va revenir souvent au travers des 2 saisons. Ça sera sûrement l'une des personnages les plus importants. Mais bon, je ne peux pas en dire plus pour le moment. Mais pour l'heure, continuons, on va en apprendre un petit peu plus sur ce qu'est le Lincoln Looker. Elle expliquera avoir été enlevée pour être placée dans une combinaison, laquelle semblait avoir une terrible odeur, et être faite de métal. Pour nourrir les personnes prisonnières de cette combinaison, cela se faisait à l'aide d'une paille glissée dans un petit trou prévu à cet effet. C'est au bout de ces 2 semaines qu'elle fut relâchée, ayant été incorrectement identifiée comme étant une Lincoln Looker. Le 40e président des États-Unis, qui est Ronald Reagan, alors au passage je vous rappelle que James Dean était le 37e, donc là nous sommes 3 présidents après, donc Ronald Reagan s'excusera en personne de ce désagrément et lui offrira un peu de sous en compensation. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette fameuse Maya va utiliser le terme Lincoln Looker comme un verbe, en disant Lincoln Looking, comme si être un ou une Lincoln Looker était une activité en soi. Ouais, c'est un peu, pour faire une analogie, pour dire que quand on va se déguiser en Pikachu, on va Pikachouter. Ça fait pas vraiment de sens, mais ça se comprend. Ensuite, le dessin d'un masque apparaît, ressemblant fortement au visage de Abraham Lincoln. Une nouvelle personne, Leonard W. Morlin, nous expliquera par après que chaque président peut choisir son Lincoln Looker en enlevant une personne. Donc là, on commence à en apprendre un petit peu plus sur ce qu'est en fait un Lincoln Looker. Ces personnes étant ensuite forcées de devenir des Lincoln Lookers aussi longtemps que les présidents en question étaient en fonction. Il dira également que ce procédé était une tradition, jamais remise en cause. La Maison-Blanche, souhaitant vérifier que rien ne se trouve derrière le portrait de Lincoln, prendront l'un de ces portraits, derrière lequel
nous ne découvrirons rien. Rien que le mur sur lequel il était accroché. Il s'ensuivra un appel téléphonique fait par un certain Howard Melrose, qui appellera une personne dont on ne connaîtra que le prénom, Eunice. Howard lui répondra simplement en laissant un message sur son répondeur téléphonique. Howard décrira une étrange scène, alors qu'il visitait un monument historique. Des grattements à l'intérieur d'une statue de marbre se firent entendre, en plein jour. Plusieurs personnes présentes furent également surprises d'entendre un tel bruit, jusqu'à ce qu'une petite fille, aveugle, colle son oreille au marbre de la statue, avant de soudainement se mettre à la frapper de sa canne. Howard la joindra et frappera de toutes ses forces sur la statue, jusqu'à ce qu'un craquement, un mouvement au niveau de la tête de la statue se fasse entendre. C'est alors qu'il prit sa caméra pour le filmer. C'est quoi cette créature? Ça peut... c'est ça en fait, un Lincoln Looker, puisque ça n'a pas d'apparence humaine. Mais pourtant, je pensais que les Lincoln Looker avaient une apparence humaine. Eh bien, il se pourrait qu'avec le temps, une personne emprisonnée dans un président, puisqu'un Lincoln Looker est une personne comme vous et moi emprisonnée dans une entité présidentielle, sous forme de statue ou de tableau, devienne avec le temps ce fameux Lincoln Looker. Et peut-être qu'avec le temps, via cette fameuse nourriture qu'il leur est offerte au travers d'une paille, les humains étant enfermés dans une entité présidentielle, deviennent ces créatures, et que ces créatures donc soient ces Lincoln Looker. J'espère que vous me suivez. Sauf que la Maison Blanche, parce que la Maison Blanche a fait une recherche concernant ces Lincoln Looker, pensait que les humains étaient enfermés derrière un tableau. Sauf que non, c'est à l'intérieur d'une statue, comme ici la statue de Abraham Lincoln. D'où le fait que quand la Maison Blanche a regardé derrière le tableau de Abraham Lincoln, ils n'ont rien trouvé. C'était dans la statue qu'il fallait regarder. Le titre de cette vidéo est extrêmement intéressant. Puisqu'il se traduit comme le trou de verre de Washington. Et il nous indiquerait alors qu'il existe un passage qui se trouverait à Washington menant d'un monde vers un autre. Car c'est à ça que servent les trous de verre, pour passer d'un monde à un autre, un espace temporel à un autre. Mais quoi qu'il en soit, nous allons au travers de cette vidéo faire un petit pas de plus au travers de la cosmogonie de Monument Mythos. La vidéo débute sur un court poème où l'on apprend que tous les arbres ont été coupés par un bûcheron, mais que l'un d'eux, le Special Tree, ne put jamais être abattu, qu'il gît désormais seul et que le chant des autres arbres lui manque. Le Special Tree créa alors sa propre chanson, qui détruisit les poumons de l'homme. Nous passons ensuite sur une chronologie, débutant sur la première photo prise d'un arbre solitaire en 1840. Le Special Tree? Alors ce n'est pas dit de manière explicite, mais il semblerait que oui. Nous suivrons ensuite une évolution du temps, durant lequel nous comprendrons qu'une cage sera érigée tout autour du Special Tree, semble-t-il pour le protéger. Cette cage étant, en définitive, un nouveau monument, le Washington Monument. On apprendra d'ailleurs par la suite que plusieurs personnes ayant travaillé sur le chantier, qui auront permis de construire le Washington Monument, ont été emprisonnées à l'intérieur. Lorsque le monument sera enfin terminé, un livre sortira à son sujet, ou un pamphlet, sur lequel il est indiqué clairement qu'il faut écouter attentivement la musique sortant des murs. Puis, de 1910 à 1971, nous découvrirons plusieurs visages de personnes disparues, qui se feront appeler les, et ça c'est à retenir, Washington Absentee.
qu'il se traduirait comme étant les absents de Washington. Il est bon également à noter, si vous observez bien, qu'il n'y a ici que 19 personnes présentes, 19 portraits, alors qu'il nous est indiqué que 20 personnes ont disparu, ou qu'il y a en tout cas 20 Washington absentees. Ah bah oui, dis donc, mais est-ce qu'on connaît la raison pour cela? La raison, elle nous l'est donnée de but en blanc dans la description de la vidéo. Le 20e absent a été identifié. On nous présentera ensuite une opération standard, se déroulant au sein du monument. De ce que l'on comprend, une personne lambda arrivant au monument entre dedans, prend un élévateur pour aller à son sommet, puis une onde partant de la base du monument rend KO ou bien tue la personne dans l'élévateur. Le procédé semble ensuite se répéter avec la personne suivante. Pour terminer, le monument sera également vandalisé et on pourra alors y lire cette phrase. L'infection est proche, la musique de Washington va prendre fin. Nous avons donc ici affaire à un nouveau monument historique américain, le Washington Monument, qui cache un lourd secret, puisqu'il serait le carcan de pierre d'une entité appelée le Special Tree. De plus, il se passe au sein de ce monument quelque chose que l'on a déjà vu au niveau de la Statue de la Liberté. Dans l'un, la Statue de la Liberté, nous avions des immigrés qui étaient amenés pour ne jamais ressortir. Dans l'autre, au niveau du Washington Monument, nous avons ces personnes, ces travailleurs qui ont été enfermés, ainsi que ces 20 absents qui ont 19 absents qui ont disparu. Mais la vidéo ne se termine pas là, car à la fin, nous découvrons que le Washington Monument se fissure et que quelque chose semble vouloir sortir de cette fissure, avant que l'ensemble du monument en question ne se mette à se mouvoir, à devenir organique pour finir par former une arche, produisant un arc électrique. Suite à cet événement, les 19 Washington absentees seront retrouvés inconscients à la base du monument. Tous ces événements décrits dans cet épisode sont à retenir, on va les retrouver lors de la seconde saison, dont je ne vais pas parler ici, ça va être dans un prochain épisode, et vous allez voir que tout cela va faire du sens. Pour l'instant, la première saison pose principalement des bases. Cet épisode est sûrement l'un des plus abrupts, et il va nous planter devant un étrange fait qu'il faudra prendre tel quel sans se poser de questions. Il nous est conté l'histoire de deux hommes qui, marchant le long de la rivière Delaware, vont retrouver sur l'eau gelée un bicorne. Il apparaîtra que ce bicorne n'est pas seul, car un corps se trouve en dessous. Les deux hommes vont amener le corps gelé chez eux, mais bien que les deux hommes pensaient que l'homme était décédé, à leur grande surprise, celui-ci se réveilla soudainement pour crier « la victoire ou la mort ». Il s'avérera que l'homme ainsi déterré n'était autre que George Washington. Project Grossman to phone the local authorities, and that's why he hadn't called medical personnel earlier. Grossman told reporters that he didn't want to risk the lives of the first responders, who had been driving on. Suite à cet événement, une théorie émergea tournant autour de George Washington, qui, au passage, je le rappelle, et je ne sais pas si ça aura son importance, est un monument historique de la politique américaine. Mais bon, quoi qu'il en soit, la théorie dit ceci. L'homme retrouvé gelé est George Washington. Washington n'était plus apte à conduire ses fonctions. La mort de Washington est restée secrète. Un double de George Washington fut placé à sa place durant sa présidence. L'endroit où le corps a été retrouvé peut avoir été choisi de manière intentionnelle. During Saturday's morning press conference, President Dean shared his thoughts on the discovery in two words.
Il est à noter que la personne à la tête des États-Unis d'Amérique à ce moment-là n'est autre que James Dean. Et ce dernier sera mis au courant de cette affaire. Et il dira ceci à ce sujet. Je suis surpris. Je suis surpris et c'est tout ce qu'il dira. Ce sera en effet son seul et unique commentaire. Encore une fois, je pense qu'il est important, avant de présenter cette petite vidéo, d'en traduire le titre. La tragédie de l'arbre de Rockefeller. Maintenant que le titre nous a été énoncé, vous allez voir que c'est toute une histoire qui nous est contée. Mais il faut ajouter un autre point. La vidéo Rockefeller Tree Tragedy est divisée en 2 temps de lecture. D'un côté, nous avons une tragédie qui nous est contée du point de vue de Rockefeller. De l'autre, nous avons un conte qui nous est narré par une petite fille, Virginia. Le point important ici, c'est que dans les 2 cas, il s'agit d'une seule et même histoire, prenant tout simplement 2 angles différents. D'un côté, celui du point de vue de Rockefeller, et de l'autre, celui du point de vue d'une petite fille, Virginia. En gros, cette histoire qui se déroule aux abords de Noël nous raconte qu'un jour, Rockefeller, voyant ses employés mettre en place un arbre de Noël sur le chantier de la tour Rockefeller, décida d'aller leur chercher le plus bel arbre possible. Rockefeller ira loin pour trouver cet arbre, mais finira par tomber sur celui-ci, qui ressemble à s'y méprendre au Special Tree que l'on retrouve dans la vidéo du Washington Monument. Il s'avérera qu'il est alors impossible de couper l'arbre, voire même de le dynamiter. De ce fait, il sera décidé de le sortir du sol en creusant autour pour l'emmener à l'endroit prévu. Virginia dira qu'elle veut être la première à placer une pièce d'ornement au sommet de l'arbre. Cette pièce sera une étoile. À l'aide de 10 de ses amis, elle arrivera à atteindre le sommet, trop haut pour elle. Mais alors que l'étoile est en place, l'arbre agit d'une étrange manière. L'arbre se comporte, encore une fois, exactement comme le Special Tree du Washington Monument, en se pliant en 2 et créant des arcs électriques. C'est alors que Virginia, projetée au sol, se retrouvera soudainement dans un monde inversé, lequel sera rempli de Special Tree. Puis elle dira qu'un homme va s'approcher d'elle pour l'informer d'un étrange fait. Les arbres ne sont pas des arbres. Nous savons donc désormais que là, lorsque nous sommes en contact avec des Special Trees, nous ne sommes pas en contact avec des arbres. En effet, nous savons désormais avec certitude que ce ne sont pas des arbres. Ce sont peut-être des créatures, mais pour l'heure nous n'en savons rien. Mais nous continuerons toutefois à les appeler Special Trees pour plus de facilité dans le comptage de cette histoire. Dans la suite du conte, nous comprendrons que Virginia et les autres enfants seront plongés dans un monde similaire à celui qu'ils connaissaient, mais différent. En effet, ils ne reconnaissent pas tout, certaines choses semblent avoir changé. Ainsi, parents d'un côté, enfants de l'autre vont se rendre compte qu'ils sont face à quelque chose ressemblant aux personnes qu'ils connaissaient, mais avec des points de détail montrant que quelque chose est différent, quelque chose a changé. Virginia entendra même les infirmières dire, après un examen au rayon X du corps des enfants, que ces derniers sont tout à l'envers. L'ensemble de ce merveilleux conte sera conclu par une phrase provenant du fils de Rockefeller. Beaucoup, incluant mon père, croyaient que l'arbre de Noël de 1934 avait disparu. C'est faux. Il a été vu flânant dans le plaza à plusieurs occasions. Il ressemblait plus à un humain qu'à un arbre. Le verdict ici est frappant, parce que ça veut dire, en conclusion, qu'un Special Tree peut, avec le temps, devenir, ou en tout cas ressembler à un humain. Et ça, c'est un point sûrement important qu'il est bon de retenir. Il est également important de se rendre compte que ces événements se sont déroulés après ceux du Washington Monument, et que ce Special Tree, présent dans cette histoire, n'était pas le premier.
Cette vidéo est certainement celle qui va sortir le plus du lot, celle paraissant au premier abord le plus hors contexte. Elle se présente sous la forme d'une sorte de slideshow, d'une personne présentant son aventure dans le Grand Canyon. Il est ici également important de le noter, je pense que le Grand Canyon est un monument géologique des États-Unis. Dans son aventure, on comprend que la personne est à la recherche de sa sœur prénommée Maya. Puis il se passe ceci. La place où elle se trouve dégage une étrange odeur de vinaigre. Et c'est tout? Non, elle filmera également cela. Une mystérieuse et gigantesque créature se dévoile brièvement avant que ne se coupe la vidéo. La personne nous dira avoir fait quelques recherches sur cette dite créature qui semble avoir été nommée le Canyon Galan. La fin de la vidéo nous montrera des clichés de personnes à la tête manquante pour se terminer sur cette photo, laquelle nous montrera le cliché de personnes prenant le chemin d'une voie appelée le chemin des têtes coupées. Il est dans cette vidéo 2-3 points à noter. Le premier, c'est cette Maya. Ah oui, tu nous avais demandé de la retenir, c'est celle qui était présente dans la vidéo sur le Lincoln Looker. Il se pourrait donc, effectivement, et en fait je le sais, vous le découvrirez plus tard dans l'avenir, ce sera mieux expliqué, mais nous sommes en effet en présence d'une seule et même personne. Maya, qui je vous le rappelle, aurait été, bien malgré elle, une Lincoln Looker durant 2 semaines de sa vie. Puis elle aurait été relâchée avant de disparaître, et sa famille serait partie à sa recherche dans le Grand Canyon. Ça, ce sont des détails à retenir. Maya, qui a disparu, sa famille partie à sa recherche, et le Grand Canyon, que l'on retrouvera dans la seconde saison. Puis il y a, ça c'est un petit détail, mais je ne sais pas si ça a encore son importance, le nom de cette créature, le Canyon Galan. J'ai fait quelques recherches afin de savoir si un tel nom de créature existait. Et la seule chose que j'ai trouvée qui pourrait s'en rapprocher, ça serait une créature provenant du folklore malaisien, la Penan Galan. Mais rien, mis à part le nom qui se rapproche, ne semble la mettre en lien avec la créature que l'on voit dans Monument Mythos. Ah, bon, hélas. Enfin, à la fin de la vidéo, nous voyons tous ces humains sans tête. Et je me demande si tout cela ne serait pas lié avec cette petite description que l'on retrouve à la fin de la vidéo. Il utilise du vinaigre pour réduire son énorme tête afin qu'elle rentre dans son corps. Est-ce qu'en ce cas, les humains que l'on voit qui sont sans tête n'auraient pas eux utilisé du vinaigre pour faire rentrer leur tête dans leur corps? À voir. Nous voici sur la dernière vidéo du premier grand chapitre de Monument Mythos, de la première saison. Et cette vidéo se divise en plusieurs parties. La première d'entre elles nous présente des extraits de discussions entre 4 personnes impliquées dans la construction d'une statue nommée Freedom. Cette statue existe vraiment et elle se trouve sur le toit du Capitole à Washington DC. 3 exemplaires seront présentés, mais un seul sera retenu. Celle-ci sera alors embarquée sur un navire, le Monarca. Nous passons ensuite sur le récit de Nina Crawford, la petite fille de Thomas Crawford, l'un des 4 spécialistes que nous avons vu précédemment discuter de la construction de la statue. Nina expliquera que la statue a été faite par son papa à l'image de sa mère.
Sa mère qui, un soir, alors que cela faisait plusieurs jours que son mari n'avait pas donné signe de vie, s'en ira directement se cacher dans sa chambre. L'inspecteur Zaffino, le même qui avait auparavant discuté de la construction de la statue dans la première partie, se présenta chez les Crawford, suivi de plusieurs autres hommes. On entendra l'un d'eux dire « Elle a ses yeux, elle a ses yeux !» ce qui eut pour effet d'apeurer la petite Nina, qui prit la fuite pour se rendre sur le Monarca, ce même bateau qui, pour rappel, allait mener la statue Freedom à bon port. Elle y trouva la boîte dans laquelle se trouvait la statue Freedom, dans laquelle elle s'enferma. En route, quelque chose sortit de la boîte et brisa tout. Nina se retrouvera alors face à la créature qui, selon ses dires, n'est pas son père, mais en a les yeux. On comprend alors que la créature n'est autre que la statue. Celle-ci prendra Nina dans ses bras pour l'emporter en haut d'une montagne avant de se glisser dans une grotte, emportant Nina avec elle. La troisième partie, intitulée Monarca, mettra l'emphase sur le voyage du bateau qui transportait la statue Freedom, et plus précisément sur le livre de bord du capitaine. Ce dernier expliquera qu'à plusieurs reprises sur son navire, des caisses bougeaient sans raison apparente, mais surtout qu'à leur arrivée à Gibraltar, aux douanes, ce dernier voulant présenter la statue Freedom, ouvra la caisse de celle-ci pour la découvrir vide. Ce chapitre, très court, laissera ensuite la place au quatrième, celui d'un certain H. Morgan, commissionnaire de son état. C'est quoi un commissionnaire? En gros, c'est quelqu'un qui est affrété par une personne pour agir en son nom, par exemple un envoyé de la cour du roi. Ce commissionnaire expliquera qu'il a reçu un rapport indiquant que tous les arbres présents sur le flanc d'une montagne avaient été coupés. Il envoya 13 officiers pour voir de quoi il en retournait. Ces derniers corroboreront les faits, puis trouveront une entrée, une grotte, au bout du chemin nouvellement tracé. Ils décidèrent de faire descendre l'un d'eux dans la grotte. Ce dernier y trouva, plantée au milieu, une statue gréco-romaine, Freedom, et à ses pieds, un cadavre. On comprendra bien entendu plus tard que ce cadavre n'est autre que Nina. Ils sortirent ensuite la statue de la grotte et confirmèrent que la lame ayant tranché tous les arbres était bien la même que celle que tenait la statue dans ses mains. Toutefois, il sera conclu au travers de ce rapport assez étrange que ce n'est pas la statue qui aura coupé les arbres, mais le vent qui les aura tous couchés. Pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est suite à cela que nous allons passer à la cinquième partie. Philip Reed racontera que lorsque le navire devant amener la statue arriva, nulle statue ne se trouvait à bord. Seule une femme, épée à la main, se trouvait là. Arrivée à Gibraltar, cette dernière entrera en conflit avec tout ce qui flottait dans les horizons. Elle trancha, tua et dépeça pour prendre les peaux et se les appliquer sur le dos, jusqu'à en être totalement recouverte. Les autorités demanderont alors à Philip Reed d'enlever toutes les couches présentes sur la forme, ce qu'il fera pour se retrouver finalement face à une statue de bronze immobile, Freedom. Ceci nous amènera sur la toute dernière partie, la 6e de ce premier chapitre, celle intitulée Sculpture. Tout commence par un article du New Delaware Journal, dans lequel on apprend que l'association anti-Dean a essayé de prendre de force le Capitole. Oh, bah tiens, c'est marrant, comme ce qui s'est passé avec Trump. Je pense que là, nous sommes face à un petit clin d'œil de la part du créateur de Monument Mythos. La statue sera donc ramenée au Capitole pour être mise en place à son sommet. Mais ceci arriva. Des tirs, une explosion, quelque chose tombe pour se retrouver dans le Capitole. Freedom a alors repris sa liberté pour se nourrir et mettre KO dans le Capitole. Fin.
Fini? C'est terminé? Oui, vous avez désormais, vous et moi, et vous connaissez désormais, vous et moi, l'ensemble de ce qui compose la cosmogonie, le lore de la première saison de Monument Mythos. Mais je ne vais pas vous laisser comme cela les mains vides, je pense qu'il est temps maintenant de passer à une petite conclusion. Alex, dans l'interview que je vous ai présentée en début de vidéo, nous a donné 2 points importants. En premier, que ces vidéos racontaient des histoires indépendantes les unes des autres. Le second point, c'est que toutes ces histoires ont un sens logique. Mais en voyageant au travers de cette première saison de Monument Mythos, on peut s'apercevoir d'une chose, c'est que peut-être qu'Alex a menti. Car en effet, il y a bien un fil rouge, il y a bien quelque chose qui lie ces vidéos les unes aux autres. Elles sont interdépendantes. Ces épisodes, par ailleurs, nous parlent bel et bien de monuments. On y retrouve la Statue de la Liberté, le Mont Rushmore, Alcatraz, des monuments humains comme James Dean, des monuments géologiques comme le Grand Canyon. Il y a donc ici présence de monuments inertes comme des choses bel et bien vivantes. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces figures, tous ces monuments sont bien des figures emblématiques ayant marqué l'histoire des États-Unis. Ça, c'est ce que nous connaissons. C'est ce qui pourrait se rapporter à notre temporalité, à nous, celle que nous connaissons actuellement. Puis il y a le côté fictif, avec ces créatures, ces entités, le Liberty Lurker, le Lincoln Looker, ou encore ces fameux Special Tree. Il faudra ajouter à cette cosmogonie tous ces noms de personnes qu'il nous a lancés. Certaines existant vraiment, James Dean, George Washington, et d'autres étant totalement fictives, comme cette fameuse Maya. Tout cela, mis bout à bout, nous apporte un ensemble bien plus cohérent que ce qu'a dit Alex Kansas lors de son interview. Mais quoi qu'il en soit, une chose est certaine, c'est que la saison 1 de Monument Mythos pose des bases. Plusieurs monuments présents sur les terres de l'oncle Sam ont été créés pour accueillir des créatures. L'État semble être engagé depuis des décennies dans ce petit jeu, aidé par un ou une créature qu'on ne connaît pas encore. Les Angels. Des Special Tree semblent avoir la possibilité de faire passer les êtres d'un monde à un autre, mélangeant ainsi les réalités. Voilà très rapidement un tout petit résumé de ce que pourrait être, de ce que nous montre en fait la saison 1 de Monument Mythos, sans entrer dans les détails. Et pour cause, c'est dans la saison 2 que nous allons rentrer plus en profondeur dans l'ensemble de ces détails. Pour en savoir plus, il faudra donc suivre le second épisode que je ferai sur Monument Mythos sur la saison 2 qui est désormais terminée. Merci de m'avoir suivi dans ce nouvel étrange voyage, merci aux personnes ayant souscrit à la chaîne, merci à vous d'être abonnés et de regarder. Pour m'aider, n'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce et surtout le partage. Allez sur ce, je vous dis ciao bye et à la prochaine.